elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Chris. Je suis quand même un concept. Enfin, c'est-à-dire que, au sens où j'ai passé pas mal de temps à expliquer et puis à apprivoiser. Enfin, et ensuite, ça a été vraiment très beau et très chaleureux, mais j'ai l'impression que dans mon parcours d'artiste, il y a toujours ce moment où je dois un peu attendre que les gens comprennent. J'ai envie de baiser, j'ai envie de jouir. J'ai envie de mouiller, j'ai envie de crier, j'ai envie d'être nue, j'ai envie de bander, j'ai envie d'éjaculer, j'ai envie de mordre, j'ai envie de montrer mes seins sur Instagram, j'ai envie de pas cacher mon vibromasseur, j'ai envie de parler de clitoris à table, j'ai envie de désirer sans attendre qu'on me désire, j'ai envie de toi. Et alors, y a quoi ? Qu'est-ce qu'une femme doit faire ici? Para foliarse, para foliarse. Qu'est-ce qu'une femme doit faire ici? Para joderse, para joderse. Est-ce qu'il faut payer? Avec Chris, on a parlé de performance, de contrôle et de sexe. Est-ce qu'il faut donner? J'ai déjà donné, donné. J'ai quitté. J'ai donc face à moi l'artiste Chris, autrefois Christine and the Queens, autrice, compositrice, interprète, productrice d'un fabuleux album éponyme qui m'accompagne en boucle depuis quelques mois. Vous avez vendu plus d'1 million d'albums dans le monde, vous êtes couverte de récompenses, Madonna vous kiffe. Merci beaucoup d'être dans La Poudre, Chris. Un plaisir d'être là, merci de m'inviter. Alors votre travail convoque une notion qui m'est chère et qui a apporté au féminisme un questionnement salutaire. Cette notion, c'est le queer. Le queer, c'est l'étrange et fier de l'être. C'est la revendication de soi multiple, le rejet de la binarité, l'idée qu'on performe à la fois son genre et son identité. Tout, dans vos clips, dans vos chansons, dans vos costumes et dans vos incroyables performances scéniques, crie le queer. C'est pas très facile à dire. Ça C'est sonne bien. encore plus difficile à faire. Vous avez dit en 2014 « Je suis pire que double ». Est-ce que cette phrase vous parle encore ? Ouais, elle me parle encore. J'allais dire elle structure, mais j'aurais pu dire elle déstructure aussi ma vie, quoi. En fait aussi, je pense que le questionner qui on est et comment on se relie aux autres et déconstruire aussi des normes d'une société un petit peu patriarcale, ça, c'est souvent le début d'une réflexion plus que la fin. Donc après, c'est une métamorphose qui continue d'avancer, quoi. Et il faut dire que moi, je trouve du plaisir à questionner ça. Je trouve même de l'érotisme à questionner ça, à réinventer, à explorer. Donc oui, pire que double. Dis donc, je me souvenais pas avoir dit ça, mais je suis d'accord avec moi. ce qui est bien, c'est mieux. J'ai trouvé cette phrase vachement puissante et hyper juste, très politique en vrai. Ouais, c'est vrai, je vais la renoter. Je vais m'auto-citer le truc qui commence à dégénérer. Je cite mon moi passé, en étant toujours d'accord avec mon moi. C'est très important. C'est ça. Alors, Chris, c'est un personnage que vous avez construit, une femme phallique au sein bandé. Christine, c'était le personnage qui vous a donné l'audace de monter sur scène. J'ai remarqué que souvent, vous parliez de Chris et Christine à la 3e personne. Oui. Moi, dans La Poudre, c'est le jeu que je convoque. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que je m'adresse à Héloïse, le nom que vous portez dans le civil ? Ça me va. Ça me va parce que je pense que de toute façon, je serais traversée de Chris et de Christine indifféremment. Donc, pire que double, quoi. Pire que double, c'est ça. Jamais vraiment sûr. Le nouvel album.
Ok, ça me va. Alors, vous avez grandi à Nantes. Mm. C'était comment de grandir à Nantes? On va même être super précis. J'ai grandi à Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est la banlieue pavillonnaire de Nantes. Je dis ça parce que ça change la perception d'être en banlieue pavillonnaire, parce qu'on dit on va au centre-ville. Ouais. Ce que je continue de dire à Paris d'ailleurs, et ce que j'en trouve charmant. On va dans le centre. Et les Parisiens sont là, quel centre? Nous sommes dans le centre. C'était bien, c'était une ville assez agréable pour y grandir. C'était une ville culturellement assez dynamique aussi, donc j'ai vu plein de superbes pièces de théâtre et de danse. J'étais aussi dans une famille, faut dire... Je vante beaucoup ma famille, mais parce qu'en fait j'ai eu pas mal de chance aussi. J'étais dans une maison pleine de super livres et pleine de super films. Et mes parents adorent le théâtre et la littérature. Et du coup déjà ça c'est quand même une chance incroyable. Et quand on est environné de grands romans, c'est quand même toujours mieux. Et je les ai lus très tôt, les grands romans aussi. Du coup j'étais très vite dans des mécanismes hyper romanesques. Donc genre à 10 ans, j'écrivais des lettres d'amour, tu vois, en parlant de Rochester, en me mettant à la place d'une Jane Eyre par exemple, donc c'était pas super pratique pour ma vie amoureuse en soi, mais Ouais, à 10 ans, viser Jane Eyre, c'est pas évident, non? c'était trop tôt. Ça aurait pu rebondir sur quelqu'un, mais ça n'a pas rebondi. Mais non, c'était vraiment... Je me souviens pas de m'être ennuyée, ni de... Après, je suis partie délibérément de chez moi à 18 ans pour aller faire mes études à Paris, et ça m'a fait du plaisir, parce que j'avais envie d'être indépendante, quoi, mais je me souviens pas d'avoir souffert de grandir du tout à Nantes. C'était une charmante ville, j'en parle comme si c'était un tout petit bourg, mais pas du tout, c'est une grande ville, Nantes. Et vos parents, ils étaient professeurs tous les deux? Tous les deux profs. Mon père, prof d'anglais, prof de littérature anglaise à la faculté. Spécialiste du genre, j'ai lu ça, mon cerveau a explosé, quoi. Alors, il n'est pas en soi spécialiste du genre, mais il aborde les gender studies, ouais. Il est plutôt spécialiste de littérature victorienne. Mais en vérité, de toute façon, les questions de genre s'abordent aussi à travers ces romans-là. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que par sa spécialité, il était parfois proche d'une littérature qui était très pointue et très queer. Alors là, c'est là que la romancière m'échappe. Je crois qu'il m'avait filé des romans de Sarah Waters, really young. Insupportable. Pour rentrer d'Australie, normal, vous êtes en mode promo c'est américaine. le syndrome Phila Turner, ça y est, ça commence. Très jeune, et Sarah Waters écrit des romans qui se situent dans l'époque victorienne, mais qui sont complètement queer et érotiques et lesbiens. Voilà, donc c'était fantastique. Moi, j'ai eu ce roman-là dans les mains à 15 ans, donc à 15 ans, j'étais déjà initiée à plein de choses aussi très jeune. Mais je pense que mes parents, délibérément, ils m'ont aussi... ils m'ont forcé à rien, parce que mon frère, par exemple, lisait un peu moins que moi, il était plus sport, donc on n'était pas dans une famille où il fallait forcément lire, mais comme moi, j'étais un peu... On vous a mis des outils friande. entre les mains, Ouais. en tout cas, assez tôt, quoi. Ouais, et puis en fait, je me souviens aussi... la bibliothèque était hyper fournie, et juste des fois, j'étais alors qu'est-ce que je vais lire maintenant, puis je m'attachais à un titre, et puis je prenais le livre, mais c'est sûr que j'étais comme dans une grande bibliothèque, donc c'était assez chouette. On vous parlait comment quand vous étiez petite? Comment on me parlait? Mes parents ou tout le monde? C'est une bonne question. Ouais. Peut-être que vos parents vous parlaient différemment justement du monde extérieur. J'ai cru comprendre qu'il y avait un encouragement aussi c'est vrai. à être artiste, à monter sur scène de leur part. Oui, alors totalement. C'est vrai que dans ma famille, ça a été toujours... D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de la musique, je pense que j'étais la dernière à être surprise de ça. Mes parents étaient plutôt juste contents, parce que je crois qu'ils avaient vu ça peut-être avant moi. Enfin, ils avaient presque moins eu peur que moi que j'emprunte cette trajectoire. Ce qui est l'inverse du storytelling de rock'n'roll du gamin qui s'en va contre les parents qui pleurent. Rébellion. Mon fils est un artiste, alors que moi, non, c'était plutôt l'inverse. Mais... Après, moi, je me souviens d'avoir été... j'ai pas détesté être enfant, mais je me souviens que des fois, je me sentais vieille. Je me sentais souvent trop vieille. Enfin, on parlait de la lettre d'amour, la carte postale que j'ai écrite à 10 ans. Clairement, on n'a pas rencontré son destinataire. Mais c'était que des trucs comme ça où je me sentais un peu vieille. Comme une vieille âme dans un corps de petite fille. Oui, alors après, peut-être que dire ça fait un peu prétentieux, mais vraiment... Enfin, plus je vieillis, là maintenant, j'ai 30 ans... Vous voyez? Je dis ça y est, c'est bon. Je commence à me coïncider un peu avec mon... Et j'ai pas l'impression de... Enfin, si, bien sûr que j'ai grandi et bougé. Enfin, je me le souhaite quand même. Mais ma jeunesse, je me souviens d'avoir souvent été dans des mélancolies de vieille. Ouais, c'est intéressant. Et donc, souvent, j'étais agacée du décalage, des fois, quand on me parlait. Parce que je comprenais pas qu'on me parle comme un enfant. C'est-à-dire...
tu comprendras plus tard. Et on n'abordait pas avec moi des sujets où j'étais là, mais enfin, si, en fait, il faut m'en parler maintenant. J'ai lu Jane Eyre, donc je suis prête. Ouais, c'est ça. Écoutez, les gars, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent, je veux dire, je suis prête, quoi. J'ai tout vu. J'ai tout, la chair est triste, j'ai lu tous les livres, ok. C'est le truc cafard. Non, mais oui, c'est vrai. J'ai pas adoré être jeune et enfant. C'était ok, mais j'ai pas adoré ça. Plus je vieillis, plus ça va. Et j'ai toujours senti que j'allais aimer vieillir de toute façon. En fait, j'ai hyper envie d'avoir 40 ans. C'est dans 10 ans. Quand ça va approcher, on en reparlera. Peut-être que je fais ma maline maintenant et que ça ira moins après. Hein. Non, mais peut-être pas. Peut-être pas. Et votre maman, c'était quel genre de femme? Et ma mère, c'était quel genre de femme? Très artiste, très fantaisiste. Ma mère, elle est prof, toujours, prof de français, latin et aussi un peu théâtre au collège. Mais elle était aussi comédienne amateur dans des pièces de théâtre. Elle chante. Elle a fait beaucoup de danse classique quand elle était jeune. Enfin, c'est quelqu'un qui est très nourri d'art et qui aime beaucoup nourrir autour d'elle de ça. Et c'est quelqu'un aussi qui est très libre. Enfin, je me souviens d'une façon de se définir et d'être une femme très libre. Ma mère, si elle a envie de danser dans la rue parce qu'elle aime la chanson qui passe à la radio de la voiture qui passe, elle va danser dans la rue. Enfin, du coup, je me souviens quand j'étais jeune, des fois, quand on est un peu plus en adolescence embarrassée, des fois ça m'agaçait. J'étais là, mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi libre? Mais en fait, au fond, je crois que j'adorais ça. Mais c'est juste que moi, ça croisait une période où, par exemple, j'étais plus complexée. Mais j'ai toujours respecté ça. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui a essayé d'être puissante et indépendante, alors que c'était pas toujours aussi accepté que... Enfin, moi, par exemple, j'ai l'impression que du coup, j'ai construit aussi beaucoup mon indépendance par rapport à ma mère et avec peut-être encore plus de facilité parce qu'elle m'apportait, elle. Mais de là où elle venait, par exemple, c'était pas forcément évident d'être ce qu'elle essayait d'être, quoi. Enfin, mes parents sont tous les deux Ma mère est fille d'ouvrier, mon père est fils de paysan. Ils se sont vraiment émancipés par l'école aussi. Donc ils croient vraiment en l'école républicaine comme vecteur d'émancipation. Ouais. C'est sûr que maintenant c'est un peu plus compliqué et nuancé parce que eux-mêmes ils sont profs, donc ils savent la réalité dure aussi de l'école républicaine d'aujourd'hui. Mais ils sont partis de chez eux et vraiment l'école et le savoir et la littérature, ça a été une force d'émancipation pour eux, quoi. Mais du coup, il y avait vraiment chez moi, il y avait cette force-là de tu vas lire un livre, ça va te faire du bien. Enfin, c'était un peu sacralisé, en fait. L'art et la culture, c'était en fait un outil d'émancipation incroyable, quoi. Ouais. Mais du coup, il y avait vraiment ce truc très lumineux, quoi, qui m'a été transmis. Et ça, et moi, j'ai vraiment ça aussi. Je suis là, genre, lis ce bouquin. Ouais. Moi, ce bouquin, il a changé ma vie. Vous partagez beaucoup de livres, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Je me suis mise à remonter un peu votre fil. J'avais tellement de références. Ouais, je sais un peu, ouais. On en parlera tout à l'heure. Alors, quand vous racontez votre enfance, on a cette sensation que vous venez un peu de décrire, de solitude, de petits décalages un peu mélancoliques. Ouais. Je me demande si c'était pas déjà une espèce de préfiguration du sentiment queer un peu hors norme que vous avez épousé ensuite. Je pense qu'il y a de ça, oui. Après, c'est des choses... C'est puissant quand même, parce que c'est pas du tout formulé quand on est... Enfin, il y a des instincts qu'on a et quand on est enfant, mais qu'on n'arrive pas vraiment à... Enfin, j'ai eu des outils de langage plus tard, genre vers 15-16 ans, parce que j'ai eu Judith Butler, j'étais là... Oh, ça me parle, ça. Ah, d'accord. Je l'ai. Tout s'explique. Mais c'est vrai qu'il y avait un sentiment de... Je me suis toujours sentie un peu explosée, pas dans le mauvais sens, mais j'ai du mal à me rassembler, quoi. Et du coup... la façon dont je devais exister des fois. Par exemple, je me souviens du collège comme un moment hyper violent, parce que le collège, c'est le moment où il faut se solidifier hyper vite, parce que c'est comme une micro-société avant l'heure, quoi. Du coup, il faut se définir hyper vite, et puis il y a des rapports de force hyper violents qui viennent de cette définition-là, et moi, c'était l'enfer pour moi, parce que j'avais aucune envie de me définir, et j'étais complètement éparpillée, quoi. Je savais pas si je voulais être la reine du collège, ou une fille, ou un garçon. J'avais plutôt envie de traîner avec les garçons, en même temps, j'avais un corps de fille, puis je me sentais pas mal à l'aise dans mon corps de fille, mais j'étais traitée comme une fille, avec ce que ça sous-entendait, puis je trouvais ça horrible. Enfin, du coup, je trouvais des espèces de... Je suis devenue... je suis allée avec les petits... les petits gars qui faisaient du théâtre, ou les petits... on était genre 5, on n'avait pas trop d'amis, puis genre on lisait des bouquins, puis on s'écrivait des pièces de théâtre, quoi, voilà. Parce qu'on s'échappait par là. Mais... Et du coup, le théâtre et la scène, tout de suite, ça a été un possible échappatoire pour moi, parce que je me disais, ah, ok, je vais pouvoir jouer genre le chérubin dans les pièces de... Et le chérubin, enfin, je choisissais que des personnages en suspens qui n'étaient pas neutre, clairs, quoi. Ouais. Un sexe, le sexe des anges, c'est le mystère absolu, quoi. C'est ça. Ou alors le fou shakespearien, donc on sait pas trop. Enfin, et ce qui était une façon de court-circuiter le truc affreux de devoir se définir très vite, très tôt, quoi. Et c'est vrai que
j'étais une petite féministe qui ne l'était pas formulée, quoi. Je trouvais ça me fatiguait, tu sais, l'espèce de comédie de les filles dans un coin qui gloussent et les gars qui jouent au foot, et j'étais là, ça me fatigue. Ouais. Et puis ça m'angoissait, j'avais l'impression qu'on s'enfermait très tôt dans des espèces de performances de soi. En fait, j'ai jamais trouvé ça naturel non plus. Enfin, j'ai jamais trouvé ça naturel d'être soi. Au sens où je vois du théâtre partout, quoi. Je voyais des gens qui décrochaient le téléphone, qui baissaient d'un ton pour avoir l'air plus viril. Enfin, je vois de la performance partout très tôt, et alors que beaucoup de gens prennent ça pour acquis, donc c'est là que je commence aussi à me sentir un peu désolidarisée, quoi. Et que du coup, je me dis, bon, bah, par le théâtre, je vais utiliser ça pour m'exprimer. Mais oui. Pas étonnant que Butler vous ait parlé quand vous l'avez lu pour la première fois. La performance, ça parle que de ça, en fait. Bah, complètement. Ouais. Mais c'est aussi le début d'une réflexion plus grave et plus profonde sur qui devient politique aussi, sur notamment la place de la femme et comment on apprend aussi aux femmes très tôt à se comporter d'une certaine façon, à ne pas prendre trop de place, enfin des choses qui existent encore. On en parle beaucoup plus maintenant, les trucs tout bêtes du mind-spreading ou du mansplaining ou de tous les trucs en mans, quelque chose. Mais ces mots, ils sont tellement utiles. Enfin, on les a un peu caricaturés à force, mais moi j'ai souvent recours parce qu'en fait c'est des évidences, quoi. L'espèce d'occupation de l'espace par la parole, par le corps, évidemment. Bien quoi. sûr. On y est confronté tout le temps. Que moi j'ai toujours profondément envié. Donc du coup, j'ai jamais voulu devenir un homme, mais j'ai toujours un peu envié secrètement les hommes parce que j'avais envie d'avoir cette place-là. D'occuper l'espace. Ouais. Et de pouvoir aussi avoir cette liberté que moi j'avais jamais l'impression d'avoir, qui était la liberté d'arriver nu, pas prêt, défait, fatigué, enfin tout ce que tu voulais, quoi. Alors que la femme était obligée d'être une construction qui m'a paru tout de suite très très fatigante. J'étais épuisée en fait de base. J'étais là, va falloir que je fasse ça. Oh, ça me crève. Et en même temps, il y a vachement tôt aussi, ça peut paraître paradoxal dans votre parcours, le théâtre, le déguisement. Oui. J'ai lu que vous aviez eu des périodes où vous incarniez des personnages, vous étiez le marquis fantôme, vous étiez Marie-Antoinette. Ouais, c'est vrai. Et c'est drôle parce que finalement, vous rejetez la performance sociale, la construction des genres, et en même temps, vous épousez aussi très tôt la performance scénique, le déguisement. Ouais, c'est vrai. C'était une sorte d'échappatoire, de compensation. Un petit côté Gémeaux, quoi. Ah ouais, clairement. Bah oui, je pense qu'il y avait... je pense qu'en fait, je négocie avec ça depuis que je suis jeune. Je négocie avec le... Enfin, en fait, ce que je rejette, c'est pas vraiment la performance, mais c'est la performance qui est considérée comme innée ou naturelle. Et du coup, tout de suite, quand il a fallu devenir une femme, je suis devenue quelque chose de outré et de presque parodique et de très théâtral, parce que c'est le seul truc qui m'intéressait un peu, du coup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que plus tard, enfin, c'est là que ça s'est passé avec toute la scène des drag queens, qui sont de la codification et de la féminité, mais j'avais un côté un peu drag. Enfin, j'étais pas un drag moi-même, mais clairement, j'en faisais trop. Mais parce que je trouvais ça plus marrant que de faire comme si. Ouais. Et du coup, oui, j'ai eu une période jupe froufrou, mais c'était vraiment, c'était borderline Marie-Antoinette. Hein, ça devait être génial. Avec le teint de cire et tout, j'ai lu genre le maquillage blanc sur le visage. Bah moi, je trouvais ça génial parce que ça m'amusait. Après, ça allait aussi avec une période de ma vie où je m'aimais pas, donc ça, c'était pas. Façon de se cacher. Il y avait un plaisir de se peindre le visage. Mais je me souviens que ça, déjà aussi, ça agaçait aussi des gens qui profondément étaient dérangés par le côté très performatif. Je me souviens que j'avais fait un cours de théâtre une fois. En fait, ce truc me hante depuis que ça m'est arrivé. Où il y avait des jeunes filles qui étaient un peu cruelles avec moi parce qu'elles me trouvaient un peu ridicule avec mon attirail, quoi, bref. Et c'était une scène de théâtre où il fallait qu'elles me touchent le visage, quoi. Et puis alors du coup, moi, c'était ma hantise parce que comme j'étais complètement fardée, j'avais trop peur qu'on me touche le visage. Et la jeune fille, elle avait fait exprès de vraiment me toucher fort le visage comme ça, puis après elle avait regardé le bout de ses doigts avec un peu de dégoût, elle était là, et puis elle avait frotté le bout de ses doigts. Ouais, ce genre de truc qui marque, je vois très bien. Je me suis sentie un peu monstrueuse et en même temps je pouvais pas faire autrement, quoi. Donc après, dans toute ma jeunesse, il y avait une poétique du fallait pas. Je sais pas si ça va parler à d'autres ados complexés qui se maquillaient beaucoup, mais en fait, carrément, toute une poétique du corps s'installe. C'est-à-dire qu'il faut pas être sous certaines lumières, faut faire en sorte de jamais faire que ton visage touche rien, faut pas transpirer, faut pas que l'eau coule. Enfin, en fait, du coup, comme j'ai un esprit un peu littéraire qui peut partir en vrille, je me suis mis à me construire tout un monde aussi autour de cette façon d'exister-là. Et j'étais devenue une espèce de... Enfin, c'est-à-dire que maintenant, carrément, moi, j'ai appris à contrôler ma transpiration de visage. C'est-à-dire que je transpire pas tant que ça du visage depuis cette période-là, quoi. Parce qu'il fallait pas que mon maquillage vire. C'est dingue. Non, mais mais en même temps, je pense que c'est l'adolescence de beaucoup d'autres
jeunes filles et même jeunes hommes qui se maquillent, mais du coup j'ai construit toute une mythologie intérieure de ça. Moi carrément j'avais un journal de genre, le journal de mon visage quoi. Mais tout un moment aussi je voulais me faire opérer le visage, j'aimais pas ma gueule. Aussi tout un moment j'ai obsédé sur le fait qu'on vienne de parents en fait, qu'on soit un mix de deux personnes et qu'en fait on puisse pas soi-même décider de son visage. J'étais genre hyper, à un moment vraiment à 16-17 j'étais genre outrée de pas pouvoir choisir ma gueule quoi. Le déterminisme vous semblait une violence ouais, quoi. un peu. Ouais. Donc bon, mais c'est lié aussi avec mes envies de réinvention. Et en fait, une fois qu'on commence à choisir... Enfin non, alors je vais me contredire en fait. Parce que c'est à partir du moment où j'ai choisi par exemple d'être Christine que ce rapport-là à mon existence a changé, parce que du coup ça m'a ramené de la douceur en fait. Je crois que par exemple j'étais très malheureuse avant, et puis en fait quand j'ai choisi Christine, d'un seul coup je me suis regardée, puis je me suis dit bah ah oui en fait, bon. Puis j'ai commencé à voir aussi ce qui pouvait être... beau de ce que je trouvais laid avant, bref. Donc je sais pas, peut-être qu'en fait il y avait juste de la douceur à choisir un moment qui on était en fait. Puis quand j'avais inventé Christine, je faisais des petites bandes dessinées. Oui carrément, j'ai eu plusieurs velléités de métier. Hein. Plus jeune je voulais faire auteur de BD et maintenant je fais toujours des dessins. Et c'était un personnage très féministe aussi à la base, très enragé un peu. Féministe et enragé d'ailleurs ne sont pas synonymes, non, contrairement à ce que forcément. beaucoup de journalistes pensent. Mais je me dessinais une Christine qui avait ses règles et tout, tellement fort que genre ça inondait toute la ville. Mais du coup il y avait un truc hyper joyeux d'un seul coup de, je sais pas, c'était devenu... ça a été un déclic un peu de début d'amour de soi quoi. Libératoire, peut-être de créer un personnage aussi que vous pouviez aimer, que vous pouviez embrasser, qui a suscité de l'amour aussi, qui a été tout de suite accueilli à bras ouverts. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été peut-être je sais pas, moi en fait j'utilise souvent la métaphore pas du super-héros justement, mais de Kick-Ass, qui est en fait un personnage de comics qui est pas un super-héros, mais qui est un jeune homme qui décide de faire comme s'il était un super-héros. Donc du coup il se prend littéralement des gros coups, il et a puis pas en fait de super-pouvoir, il a pas de super-pouvoir du tout, mais ça lui donne une force de vie incroyable qui fait qu'en fait le gars, même s'il a le bras démonté, il va continuer, tu sais, Christine c'est un peu mon Kick-Ass à moi en fait. J'adore cette métaphore, ça pourrait être le féminisme aussi quoi. On fait comme si on avait des super pouvoirs alors que pas du tout. Ouais, c'est ça. Du coup on est là, aïe, non c'est pas grave, attends, j'ai encore un autre argument. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue? Une petite ref, si Simone. Normal. Bah, moi je pense que j'ai failli le devenir. Maintenant je sais pas. J'ai failli le devenir parce que j'étais quand même exposée comme... Et pourtant je venais d'une famille qui prend des précautions là-dessus. Mais c'est juste qu'on est dans une... Il y avait encore des tout petits réflexes chez mes parents comme ailleurs qui ont fait que j'aurais presque pu devenir complètement une femme, mais la machine s'est grippée à un moment, quoi. Ça s'est grippé à un moment. Maintenant, j'ai un corps de femme, et parfois je suis une femme, mais je suis pas tout le temps sûre d'être une femme. Et d'ailleurs, je sais toujours pas vraiment ce que c'est qu'être complètement une femme. Qui sait, en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on construit aussi, chacun construit... C'est ça aussi qui est beau avec l'idée du queer et de la déconstruction. C'est pas forcément un truc nihiliste, fin du monde. Enfin, c'est marrant parce que quand on entend les réactionnaires qui en discutent, on a l'impression que c'est genre... En fait, c'est marrant parce qu'il y a des espèces de théories du complot un peu abstraites. Chez eux, Ils veulent mettre des jupes aux petits garçons. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste le chaos. Ouais. Mais en fait, c'est juste de se donner plus de choix, en fait. Et plus de douceur. Pour moi, dans ma vie, ça a ramené de la douceur. La fin d'une longue... Au contraire, en fait, c'est plutôt désamorcer des violences systématiques et systémiques même. Ouais. Et même dans la sexualité, dans la façon de se relier aux autres, le queer est une incroyable force de fluidité et de douceur, quoi. Même dans... que ce soit du moindre rapport humain jusqu'à du porno queer, il y a une force de... Et il y a de la fantaisie, il y a de l'imagination. En fait, c'est beaucoup plus lumineux que du saccage et de la déconstruction. Et c'est schématisé horriblement quand les réactionnaires disent mettre des jupes aux petits garçons. C'est juste de questionner ce que ça veut dire d'être un petit garçon. Mais d'ailleurs, dans mes histoires amoureuses... Quand j'ai eu des histoires amoureuses aussi... j'ai eu des histoires amoureuses, quoi. Mais ce qui me frappait, c'est quand j'avais des histoires amoureuses avec des garçons,
que je les voyais d'un coup avec moi, peut-être, parce que moi, je revendique beaucoup cette réinvention-là et cette liberté-là, je les voyais se détendre. Mais genre, vraiment, je rigole pas, je les voyais se détendre. Je voyais les muscles d'un seul coup se détendre avec moi. Enfin, avec moi, comme peut-être avec d'autres filles, mais... Et puis des fois, je sens qu'ils peuvent s'abandonner un peu plus à quelque chose qu'ils explorent pas toujours. Comme une autorisation à Ouais. glisser vers le féminin, quoi. C'est intéressant. Et c'est hyper beau. Ouais. Et ça ne fait pas d'eux des femmes, mais ça fait d'eux des hommes qui sont très troublants de beauté, parce que d'un seul coup, boum, il y a une espèce d'abandon, quoi. Et j'avoue que moi, du coup, ces zones-là de glissement et de relâche, quoi, ça me fascine, quoi. Du coup, c'est sans fin, maintenant, je suis là, genre... Vas-y, glisse. Je peux te prendre en photo alors que tu te relâches dans ta masculinité. Alors, vous avez fait des brillantes études, hein. Vous êtes rentrée à l'École normale supérieure de Lyon. Et j'ai lu qu'on ne vous laissait pas embrasser, enfin viser en tout cas, le métier de metteur en scène, de metteuse en scène même, parce que vous étiez une femme. Et c'est drôle parce que quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé les polémiques qui ont éclaté autour de votre album, où on a souhaité mettre en doute le fait que vous aviez tout fait vous-même, écrit, produit, etc. J'ai l'impression qu'en fait, c'est la même histoire. On refuse de vous autoriser à être la créatrice, quoi. Ouais, la vie est un éternel recommencement. Hein. Ouais. Malheureusement, parce que c'est vrai que du coup, quand ces polémiques-là ont éclaté sur mon deuxième album, j'ai eu pas longtemps, mais j'ai quand même eu peut-être genre 2 jours d'essoufflement. Bah, quand même. Où je me suis dit, ça va encore être ça. C'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné, non. Mais c'est vrai que oui, ma première douloureuse, grosse expérience de misogynie, de sexisme, elle a été pendant mes études théâtrales. Mais le pire, c'est que c'est très dur, en fait. Moi, j'ai immédiatement identifié ça comme du sexisme parce que c'était évident, mais ce qui était très difficile, et ce qui, je pense, est difficile pour les femmes qui sont souvent aussi victimes de sexisme, c'est que c'est pas du tout formulé comme ça. C'est complètement ambivalent et jamais clairement ça le problème. Mais tu sens très bien que c'est du sexisme pur. Donc c'est d'une violence terrible parce que toi, tu essaies de mettre ça en évidence, t'es là, mais je suis là, vous me faites de la discrimination sexiste. Et en face, ces interlocuteurs ne reconnaissent jamais que c'est ça le problème. C'est jamais nommé, bien sûr. Et ça, c'est très très dur. C'est limite la chose la plus difficile. Parce que être victime de sexisme, ça m'était déjà arrivé avant et ça m'arrivera encore. Mais le fait que ce soit complètement court-circuité dans la discussion, c'était hyper difficile du coup, parce que je pouvais me raccrocher à rien dans l'argumentaire. Parce que j'ai été virée, moi, du conservatoire de Lyon. À la suite de longs mois où c'était de toute façon très vaseux. Enfin, on était 3 à vouloir faire de la mise en scène. Il y avait 2 garçons et moi. Et moi, j'avais systématiquement des bâtons dans les roues. C'était très curieux. Je comprenais pas du tout pourquoi, en plus. J'ai essayé de comprendre pourquoi et c'était impossible. On m'expliquait pas du tout pourquoi. J'avais pas de latitude pour monter ma propre pièce de théâtre. On me donnait pas des heures de répétition. On me permettait pas de travailler avec les gens de ma promo. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Et je me suis entêtée à vouloir quand même monter cette pièce. Je disais, écoutez, franchement, c'est crétin. Puis en plus, j'avais des camarades avec moi qui voulaient le faire, donc je l'ai fait. Et quand on a appris que je continuais à travailler sur cette pièce, on m'a virée, quoi. C'est incroyable. Mais ça n'a jamais été... On m'a toujours dit que c'était de la désobéissance et du non-respect du planning de l'école. Et jamais on m'a fait comprendre que c'était... Alors que clairement, c'était honteux, quoi. J'ai pas de mal à le dire maintenant. Mais au moment où ça m'est arrivé, c'était hyper violent, parce que t'as 20 ans, c'est ta vocation, c'est un truc que tu veux faire, et tu comprends qu'on va te le refuser, parce que t'es une femme. Et en plus, effectivement, c'est même pas clair. Ouais, et puis en plus, peut-être qu'il manque à ce moment-là aussi les mots théoriques, quoi, à poser dessus. Bah ouais. La conscience, même si vous avez déjà beaucoup lu, la conscience que c'est quelque chose qui se reproduit systématiquement, ces bâtons dans les roues qu'on met. Ouais, puis tu passes en conseil de discipline, t'as pas les armes non plus, tu sais pas comment désamorcer ça, c'est tes supérieurs hiérarchiques, c'est une équipe pédagogique, enfin, donc c'est quand même l'enfer, quoi. Je me souviens qu'il y avait ma mère qui était venue avec moi pour me soutenir, ils ont parlé à ma mère de façon très violente aussi, enfin, c'était le cauchemar, quoi. Ouais. Et ça a vraiment... ça m'a vraiment mise par terre parce que t'as vraiment l'impression d'être sans armes. Et du coup, je pense que quand je suis rentrée dans le milieu de la musique, j'ai déjà mis du temps à me relever de ça, en fait. Et la musique a été quelque chose qui m'a sauvée. Mais du coup, je suis arrivée dans le milieu de la musique. J'étais pas agressive, hein, mais je me suis dit plus jamais. Préparée à ça, quoi. Jamais. Préparée à se confronter à ce genre de... Ah non, mais jamais. Ouais. Plus jamais je laisserai ça m'arriver. Donc c'est-à-dire que ça blinde aussi, hein, ce genre ça de blinde truc. Et du coup ça donne une espèce. Moi je suis pas quelqu'un de très agressif ni autoritaire en fait. Je rougis beaucoup, je suis timide et ça. Mais plus jamais j'ai lâché sur rien là-dessus. Et j'étais dans des situations où quand t'es auteur-compositeur mais que t'es une jeune fille, des fois tu vas tu fais du studio avec un ingénieur du son
L'ingénieur du son, il branche 3 câbles, ensuite il te demande des points d'édition, c'est-à-dire des points d'écriture, quoi. Enfin, on en est encore là, quoi. Mais j'ai plus jamais rien lâché, quoi. Parce que ça a été tellement dur, ce qui m'était arrivé en théâtre, que... Enfin, je sais pas si... Souvent, quand j'en discute des fois avec des garçons, ils se rendent pas trop compte de ça, par exemple. Parce que quand on n'expérimente pas le sexisme de premier abord comme ça, on se rend pas compte de la violence du truc. C'est comme le harcèlement de rue, quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte. Ils se disent, ah oui, enfin, bon, oui, ça a été dur, mais bon, tu t'en es sorti, t'as fait de la musique. J'étais, ah non, mais vous vous rendez pas compte de la violence que c'est, quoi, parce que vous avez jamais eu des bâtons dans la roue juste pour ça, quoi. C'est complètement invisible, en fait, hein, quand on le subit pas. C'est ça qui est bien foutu dans le patriarcat. C'est ça, totalement. Mais du coup, c'est vrai que, ouais, quand il y a eu des trucs, là, des polémiques... Enfin, en vrai, même sur le premier album, on parlait jamais de la production de mon... En fait, ce qui m'a fait un peu sourire aussi, c'est que premier album, on m'a jamais parlé une seule fois de production musicale, ni d'écriture. C'était complètement vaporé. Puis le deuxième album, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était pour me dire que j'écrivais rien. L'histoire des samples Logic, bon, qui m'a fait beaucoup rigoler, parce que quand même, je veux dire, on n'en parle ni à Pharrell, ni à Orelsan. Tous les artistes font ça. C'est un peu genre, ouais. J'ai discuté ensuite avec le gars qui a fait cette vidéo. Il m'a écrit sur Instagram pour s'excuser. M'excuser, charmant lapsus. Ouais. Il était, je suis désolée, ça a pris des proportions inédites. Je sais pas du tout ce que je voulais dire. J'étais, bon, peut-être la prochaine fois, fais ça avec... Enfin, contextualise et réfléchis ta blague aussi, parce que tu l'as fait aussi, je pense, inconsciemment, parce que t'as envie de questionner mon authorship, quoi, et c'est dommage, parce qu'il y a d'autres artistes. Enfin bref, je commence à discuter avec lui, quoi. Et le gars, carrément, à la fin, il m'a invité à prendre un café, quoi. Mais non. J'étais là, come on. C'est incroyable. C'est fou. Bah ouais, mais les mecs, ils réfléchissent pas, quoi. Bah pas tout le temps, non. Enfin, certaines filles non plus, après, on va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que lui... Enfin, c'était un peu comique, quand même. J'en ai pas fait tout un plat, mais j'étais là, bon... Mais oui, on me demande encore si j'écris mes chansons, hein. Même au-delà de cette sombre affaire. On m'a toujours demandé si j'écrivais vraiment mes chansons. Il y a un présupposé de femmes forcément interprètes des textes ou muses. Mais j'ai lu il y a pas longtemps dans l'avion la biographie de Joni Mitchell, ouais. qui passe sa vie en fait qui est un écrivain incroyable, enfin une poète fantastique, et toute sa vie, dès qu'elle a été avec un gars, le gars a essayé de tirer la couverture à lui aussi, même ses amants, même ses ingénieurs du son, c'est elle qui a dit, je crois, il suffit qu'un autre homme soit dans la pièce pour que d'un seul coup tout mon authorship à moi soit questionné. Et donc je me suis sentie moins seule, et je pense qu'il y a des artistes aussi qui essaient de négocier. En fait, je pense qu'en tant que fille, on est beaucoup plus fatigué parce qu'on est obligé de contourner ça tout le temps. Enfin, je pense à une artiste comme Grimes, qui est productrice et autrice, et qui du coup produit tout qui s'est fait un home studio. Enfin, en fait, des fois, je me dis, nous, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour vraiment installer aussi le fait qu'on est productrice, quoi. Contrairement à un Kanye West qui, à mon avis, entre en studio, qui fait ça, enfin, qui a des armées de beatmakers, qui choisit 3 trucs, mais ça reste un génie, quoi. Et nous, même si on a tout produit, si on n'a pas mixé, pas sûr qu'on ait tout fait. Donc c'est vrai que c'est un peu crevant, quoi. Ouais. Donc faut aimer porter des cernes, quoi. Ça tombe bien, j'aime bien les cernes, mais c'est vrai qu'il y a des espèces de... C'est fatigant, ouais. C'est une charge mentale, en fait. Hein. Charge mentale. Ouais. Et en plus, des fois, il y a la vie perso qu'il faut arriver à gérer bien, parce que si t'arrives pas à gérer bien ta vie perso, tu comprends, t'es un peu une désaxée, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Pardon, je tutoie. Pas de souci. On arrive à la naissance de Christine and the Queens. Vous l'avez beaucoup raconté, hein. Je crois que vous en avez marre qu'on vous demande « sont où les Queens ?» Where are they? Je suis là, genre, je sais pas. Alors je vais faire le récit rapidement, ça vous évitera d'avoir à le refaire. Donc j'en profite pour manger une chouquette. Ça marche. Donc vous êtes déprimé par un chagrin d'amour, vous quittez Lyon pour Londres, vous errez dans la nuit, et dans un club londonien, vous rencontrez un trio de drag queens qui vous prend sous leur aile. Elles vous convainquent que votre place est sur la scène. Et donc ce récit que vous avez répété en interview, au point que certains journalistes sont même allés chercher les queens à Londres pour les interviewer. Moi, je le vois comme une sorte de parabole. J'ai l'impression qu'en fait, cette rencontre avec les queens que vous racontez, c'est en fait votre rencontre avec le queer. Ouais, c'est un peu ça. C'est même... c'est presque une... c'est très romanesque, et c'est une façon de... Comment dire ? C'est le roman du moment où je me suis dit que le queer allait me sauver aussi, et que ces esthétiques-là d'émancipation de soi, de réinvention de soi, qui sont très stylisées et qui sont très évidentes sur la scène des drags, j'allais l'utiliser pas en étant moi-même une drag queen, mais
j'allais utiliser cette idée. Parce qu'en fait, il y a des très très belles... Il y a des philosophies bouleversantes et très belles qui sont portées par la scène, par les différents mouvements queer. Et ça peut aller aussi des scènes de voguing aux performances des drag queens. Il y a cette idée d'empowerment, comme on dit en anglais. Et il y a cette très belle phrase de la scène de Vogue qui dit « You own everything again ». Ça veut dire que tout ce qui t'appartient, tu le portes fièrement de nouveau. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'ai pu utiliser en tant que jeune fille, quoi. Alors que j'ai pas du tout les mêmes trajets que tous ces performeurs-là, mais c'est quelque chose qui, moi, a pu me sauver, moi, en tant que jeune fille. Parce que j'étais victime... On n'était pas tous victimes exactement des mêmes discriminations, mais on utilisait tous la scène pour s'émanciper, quoi. Donc oui, je pense que c'est une façon de raconter ça très immédiate pour les gens, très imagée, et c'est vrai. Et moi-même, j'ai vécu ça comme un moment très romanesque dans ma vie. Et c'est ce qui me plaisait aussi, que ce soit hyper romanesque. Je pense que j'ai attendu cette rencontre-là pour solidifier ce que j'avais envie de faire, parce que c'était tellement beau que je me suis dit, ça va être... J'ai envie que ce soit mon acte de naissance, quoi. Il y avait... Et du coup, j'étais un peu... je pense que ça m'a donné... J'avais un côté un peu furieux, donc elles étaient un peu genre... calm down, tu vois, genre tout va bien se passer. J'étais non, mais parce qu'en fait, on pourrait faire un groupe et vous seriez avec moi. C'était oui, enfin, t'as déjà écrit une chanson? J'étais non, mais c'était bah tu vas écrire une chanson, puis tu nous recontactes. Mais c'est sûr que j'avais envie que ce soit le début de quelque chose. Enfin, j'ai aussi conscientisé ça, quoi. J'ai pas laissé filer le truc. Je me suis dit, c'est le moment, quoi. Comme une bonne héroïne de roman, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est que toute la littérature que j'ai bien bouffée plus jeune, je me suis dit, ça, c'est un bon début de roman, non? Mais vous vous êtes écrite, hein. C'est tellement une force, en fait. Et je pense qu'on soit artiste célèbre ou pas, je pense que, en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à s'écrire soi-même, quoi. Oui, c'est vrai. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Je vais le noter pour moi. Merci. Alors, chez la drag queen, on retrouve un peu ce que vous décriviez au début de l'interview. Finalement, c'est des hommes qui glissent vers la féminité, hein, si on caricature de façon pas très politiquement correcte. Et moi, j'ai l'impression que ces dernières années, vous êtes aussi un peu délesté d'attributs féminins qui pourraient sembler évidents. Enfin voilà, on vous a jamais vu porter une jupe. Et pourtant, non. Vos cheveux se sont raccourcis peu à peu. Même votre nom a perdu la syllabe qu'il féminisait. Je me demande si ça vous a guéri de quelque chose ou protégé de quelque chose de faire disparaître cette féminité, un peu les signes extérieurs de féminité, disons. Ben en fait, c'est une discussion intéressante parce que c'est vrai que ces signes-là, presque un peu classiques de la féminité, je m'en débarrasse un peu. Mais parce qu'en fait, du coup, ça me paraissait pas être une féminité qui me convenait à moi. Enfin, en fait, je pense qu'aussi, il y a plein de féminités à construire et à réinventer. Et il y a des féminités qui me parlent plus que d'autres. Et plus j'avance, et plus je deviens aussi à l'aise avec qui je suis, parce que ça va mieux, par exemple, que quand j'avais 20 ans, où on en était dans les froufrous. Ce qui est joli, hein, mais ce qui m'allait pas vraiment, en vrai. Bah, plus je suis à l'aise avec l'idée d'une féminité qui est un petit peu plus ambivalente, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire que je me considère pas vraiment comme très androgyne, mais maintenant j'ai la possibilité de l'être si je le veux d'ailleurs, avec les cheveux courts. Mais en même temps, depuis que j'ai les cheveux courts, je me permets d'être parfois vraiment plus femme, quoi. Même femme, comme on dit. C'est-à-dire que, en vrai, je pas tout le temps, et on me voit pas encore beaucoup avec des robes, mais j'en mets de plus en plus. Mais parce qu'en fait, avec les cheveux courts, une espèce de féminité un peu sexuelle 90s, agressive, que j'aime beaucoup, en fait. Un peu Demi Moore, là, je viens d'avoir un flash, là. Ouais, complètement. Et en fait, alors que en 2014, c'est vrai que j'avais les cheveux longs, et des fois, je mettais encore du rouge à lèvres, et ça, et j'ai des grosses boucles d'oreilles. Mais alors, paradoxalement, je me cachais beaucoup plus mon corps, j'avais des costumes très boutonnés, tout ça. Ouais, les immenses costumes Jacquemus, là, que vous portiez, qui étaient incroyables, au tout début, là. Qui étaient très beaux aussi, mais qu'en fait, c'est marrant, moi, je me sens plus femme qu'avant. Alors, comme quoi c'est intéressant. Alors que je pense que pour beaucoup de gens, je me suis vraiment masculinisée, là. Mais parce que je suis revenue sur mon affiche, j'étais comme ça, avec mon doigt pointé, je m'appelais Chris, et j'avais les cheveux courts ont quand même été un indice pour les gens de masculinité. Et ça m'a beaucoup intéressée aussi, parce que pour moi, il y a beaucoup de femmes aux cheveux courts dont j'aime la féminité. Enfin, je veux dire, on sort quand même des années 80. Les années 80, c'était quand même les cheveux courts avec les grosses boucles d'oreilles triangles, quoi. Pour moi, c'est pas genre très concept, mais je pense que je me suis un peu, bien sûr, amusée avec le côté masculin que ça pouvait permettre. Mais enfin, tout ça pour dire que je me suis délestée de signes de féminité qui m'allaient pas tant que ça, pour aller vers une féminité qui me met plus à l'aise. Et du coup, il y avait plein de conversations que j'ai eues sur ce deuxième album que je trouvais un peu lunaire aussi pour ça, parce que j'étais mais enfin. Parce qu'en fait, je trouvais surtout ça pas très nouveau.
Enfin, il y a quand même des performeurs comme Annie Lennox qui sont passés avant moi, donc j'étais un peu genre, ou même dans les années 80 en France, il y avait des Mylène Farmer, il y avait des Bien Desireless. Enfin, il y avait déjà des femmes qui étaient dans une féminité un peu, pas forcément longs cheveux et gloss, quoi. Grace Jones. Grace Jones, ouais, bien sûr. C'est vrai, ouais. Donc, et ces femmes un petit peu plus... qui ont des éléments de masculinité, mais qui du coup rendent la féminité un peu plus explosive et érotique et tout. Moi, ça me parle assez. Et je pense que je m'étais jamais autorisée à explorer ça avant. Mais que du coup, ce qui m'intéresse, c'est l'exploration aussi. Donc en ce moment, c'est vrai que ça me plaît d'explorer ça. Et peut-être que dans 10 ans, j'en serai ailleurs et tout est possible, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, j'avais pas du tout l'impression, moi, de rejeter en bloc la féminité, mais j'avais l'impression de préciser ma féminité. C'est vrai qu'il y a eu une discussion un peu hallucinante. Après, il y avait tout ce teasing aussi autour de l'album avant qu'il sorte, où il y avait cette affiche qui était apparue. Bien Et les sûr. gens étaient là, en fait, ça y est, elle est trans, il est devenu un homme, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu tout un tas de rumeurs qui ont circulé. En fait, je me suis juste coupé les cheveux, les gars, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, ce qui était intéressant, c'est que sur l'affiche, on voit quand même mon sein. C'est-à-dire que si jamais j'avais basculé sur une esthétique trans, et que déjà, ça aurait été gênant si je n'étais pas vraiment moi-même en transition, ça aurait été de la récupération, ça aurait été affreux. Ouais. Mais j'aurais bandé mes seins, par exemple. Ce Ouais. qui n'était pas du tout le cas. Donc, mais je pense que les cheveux courts, enfin surtout en France, ça a été un truc ouf, Ouais. dont je parle encore, quoi. C'est-à-dire Ouais. que genre, waouh. Mais même dans ma famille, hein, c'est comme quoi c'est fou. Enfin, on en est quand même dans des... Symboliquement, ça a été très fort même dans ma famille. C'est-à-dire que des personnes un peu plus âgées dans ma famille ont fait... par exemple, ils étaient là, mais tu vas faire un direct France 2 mais avec cette coupe de cheveux? Mais qu'est-ce qu'on va dire aux amis? Mais j'étais là, mais comment ça? Qu'est-ce que vous allez dire? Il n'y a rien expliqué, en fait. Enfin, Ouais. j'ai juste coupé mes cheveux. Mais je pense que j'en ai tiré une leçon un peu triste, moi. Un peu amère. C'est-à-dire que quand j'avais des cheveux longs et des boucles d'oreilles, c'était à peu près OK que je parle du queer. Et d'ailleurs, je pense aussi que d'une certaine façon, c'était pas entendu. C'est-à-dire que je pense que ça... Sur le premier ça me album, il y parle avait... énormément. C'était un peu... Oui, elle est mignonne, la petite, là. Oui. Non, mais c'est... Et quand j'ai coupé mes cheveux, d'un seul coup, c'était beaucoup plus ambigu visuellement. Et là, d'un seul coup, bam, tout a été très, très, très entendu, d'un coup. Donc, les gens avaient l'air de découvrir aussi. Mais c'était un peu le principe de ce deuxième album. Je pense qu'il y avait... Le premier avait été tellement merveilleusement massif dans l'accueil et le succès. En vrai, quand même, c'était une anomalie parce que j'avais terminé un album qui n'était pas du tout calibré pour passer en radio en France. Enfin, je veux dire, le son n'était pas français. Enfin, bref. Et puis, ça a eu un destin fou. Et le deuxième album, j'ai eu envie de vraiment préciser et de me dire mais vous êtes sûr d'avoir vraiment rencontré qui j'étais? Juste pour que vous soyez sûr. Donc, il y avait un geste un petit peu défiant, mais aussi que moi, j'ai trouvé très joyeux. Et j'ai beaucoup aimé écrire cet album. Et c'était l'inverse d'un truc agressif. C'était très hédoniste et je pensais beaucoup à du Prince et tout ça. Un truc peut-être plus sexuellement un peu agressif, mais par là vient la joie de jouir, quoi. Enfin, un truc un peu... Et ça passait aussi par une affirmation de soi, quoi. J'aime bien cette idée. Vous êtes sûre d'avoir bien entendu ce que je dis, là? Et un peu. Moi, ça me parle beaucoup, hein, moi, ce côté... voilà, comme je peux porter le discours le plus radical possible, comme je suis blanche, blonde, et que... j'ai les bons attributs, on me laisse le dire, alors que ouais, c'est intéressant, ma ça. copine noire aux cheveux courts qui dit la même chose, ça. elle va se faire renvoyer dans les... Dans les cordes, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Vous êtes l'équivalent d'un cheval de Troie, en fait. Ouais, c'est un peu ça, même si l'expression me... Ouais, c'est un peu bizarre. J'ai un peu envie de tout faire péter quand même, quoi. Mais bon, bref, je comprends. Alors, vous l'avez évoqué, le succès fulgurant de ce premier album, c'est quand même assez hallucinant. À peine le premier EP Miséricorde sort en 2011, tout de suite, vous raflez un tas de prix, notamment au Printemps de Bourges, au Francofolies. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti alors de cette jeune femme qui avait donc 23 ans, avait en tête pour la suite, pour l'avenir? En fait, c'est assez joli cette histoire. Alors, on parlait de roman, c'est vrai que ça fait un peu conte de fées aussi. Enfin, on en fait un peu des caisses en disant ça, mais c'est pas faux. Alors après, parce que c'est très beau, parce que j'ai donc écrit des chansons juste après mon voyage à Londres, et puis mes amis de théâtre m'ont conseillé de les mettre sur Internet. C'était l'époque où MySpace existait encore. Merci les jeunes, yeah. Je suis une daronne. Et très vite, effectivement, j'ai été repérée pour faire des premières parties. Enfin, en fait, très vite, j'ai fait de la scène et de là, j'ai commencé à pas mal tourner et à assez vite être entourée. Après, alors c'est à la fois aller vite et à la fois c'était pas non plus... J'ai pas explosé en un an non plus, quoi. J'ai pris quand même 3 ans avant de sortir vraiment le premier album et que ça... Et même au début, Chaleur Humaine est sortie et j'ai beaucoup, beaucoup tourné et d'un seul coup, boum. Enfin, ça a été une longue ascension. Donc ça a été à la fois hyper prenant,
Mais il y a eu beaucoup de moments aussi où c'est marrant, des choses qui sont devenues ensuite des signatures de mon projet m'ont été d'abord reprochées. Comme quoi, par exemple? Comme la danse, par exemple. Ah ouais. Je me souviens que les premières parties que je faisais en 2012 et tout, j'étais déjà dans une... Bon, c'était un peu plus freaky, hein. J'arrivais avec un costume un peu chelou, des cornes de cerf et tout ça, mais j'étais déjà dans le très physique. Très dans une physique... En fait, je jouais pas du tout d'instrument, j'étais complètement dans la danse, quoi. Ça, au début, en France, c'était un peu spé, hein. Je me souviens de professionnels... de l'industrie, de techniciens même qui se permettaient, d'ailleurs, on sortait d'une situation sexiste donc on n'était plus à ça près, mais qui se permettaient de venir me voir, qui étaient mais pourquoi tu danses comme ça? Enfin, tu crois que les gens ont envie de te voir danser? Ouais, on veut juste entendre ta voix, quoi, on veut pas te voir, quoi. Ouais, et puis je pense que j'avais une façon de bouger qui était pas, comme on dirait, pas dans le male gaze, c'est-à-dire que j'étais pas là pour exciter, j'étais là pour me libérer, quoi. Donc mes mouvements, ils étaient pas forcément sexy, ils étaient pas forcément mignons, ils étaient pas forcément, tu vois, cute, quoi. Du coup, il y avait des gars qui étaient un peu agacés par ça, qui étaient un peu genre, mais pour qui elle se prend celle-là? Parce que déjà, elle arrive, elle est bizarre, et puis en plus, elle aime bien. Et puis en plus, elle s'en fout. Et c'est marrant parce qu'ensuite, ça a vraiment switché plus tard dans ma carrière, et c'est devenu un truc qui me définit complètement, la danse, enfin pour beaucoup de gens qui me parlent, donc, et puis pour moi aussi d'ailleurs. Donc c'est marrant parce que ça a été aussi un... Enfin, j'ai pas éduqué les gens, c'est hyper prétentieux de dire ça comme ça, mais... je suis quand même un concept. Enfin, c'est-à-dire que, au sens où j'ai passé pas mal de temps à expliquer et puis à apprivoiser. Enfin, et ensuite, ça a été vraiment très beau et très chaleureux, mais j'ai l'impression que dans mon parcours d'artiste, il y a toujours ce moment où je dois un peu attendre que les gens comprennent. Ouais, et c'est pas grave. Ouais. Mais ça a été le cas aussi, en vrai, pour le début de mon projet. Même si ensuite, ça a été vraiment impressionnant, oui, sur Chaleur Humaine, oui. Ça a été très, très beau. Ah, c'est dingue. Et impressionnant, oui. Et puis c'est sur un premier album, donc voilà. Il y a aussi beaucoup de pression, je pense, dont tu te rends pas compte, parce que d'un seul coup, t'es investi d'un truc beaucoup plus imposant que ce que tu pensais. Donc je me souviens de ma première tournée des Zéniths où c'était à la fois très joyeux et en même temps, j'étais, mon Dieu, mais tu comprends pas trop ce qui se passe aussi, quoi. Mais du coup, le deuxième album, c'est bien parce que j'avais pas... Dès que je reviens à l'espace de création et d'écriture, je sais pas, il y a comme un truc un peu sacré aussi, où j'intériorise pas du tout, non, je laisse complètement tomber tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer après, et je suis dans la vérité de ce que j'ai envie de travailler. Du coup, j'avais pas du tout de... Et ça va faire coquetterie de dire ça, mais j'avais pas du tout de pression. Au contraire, j'étais très excitée de pouvoir faire un deuxième chapitre, parce qu'on en revient toujours à l'idée du roman, quoi. Pour moi, les albums, c'est comme des chapitres de romans, donc je suis comme une romancière qui se fait craquer les doigts chez alors. Et puis c'est vrai, c'est ça, c'est comme vous disiez aussi, c'est s'écrire. Donc en fait, la folie de s'écrire, elle s'arrête jamais, puis ça donne envie, en fait, tout le temps de s'annoncer qu'on va se métamorphoser. En fait, je me donne des défis aussi. Je me lance des défis. Chris, c'était un défi pour moi aussi. C'est genre maintenant, tu vas explorer ton érotisme de façon moins pudique et plus assumée. Voilà. Et du coup, ça change la vie après. Ça change le reste de ma vie, quoi. Ouais. Il y a un ricochet, un aller-retour. Ouais. Donc c'est un peu addictif, après tu peux plus t'en passer, quoi. Et à l'époque de Chaleur Humaine, il y a aussi un discours politique qui accompagne la sortie. Enfin, vous êtes l'une des rares artistes françaises à avoir affirmé son homosexualité. On sait que c'est très compliqué en France de faire entendre ces questions. Il y a quand même une homophobie assez virulente avec la manif pour tous. En plus, d'ailleurs, c'était à la même époque. Ouais, c'était exactement la même époque. Ouais. C'était l'époque du mariage pour tous. Ouais, donc chapeau d'avoir fait ça à ce moment-là. C'est gentil, merci. Est-ce que vous avez encore envie de porter ce message politique ? Oui, enfin, disons qu'en fait, je sais pas si je le porte et tout ça, mais j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de visibilité, j'ai envie de formuler. Je me suis jamais... Après, c'est toujours ça qui est très ambivalent et qui montre qu'on n'en est pas encore rendu à un point où ça puisse être une conversation détendue. C'est-à-dire que je parle de ma pansexualité. Déjà, il y a la moitié des journalistes en France qui m'ont demandé si j'avais inventé ce mot, donc c'est quand même un petit peu préoccupant. J'étais là, non. Ça a été théorisé avant moi, il n'y a pas de souci. J'en parle parce que... par conviction, en fait, et puis par nécessité, puis parce que je peux pas faire autrement, et puis parce que ça m'a construit aussi, et puis parce que dans mon écriture, si j'ai envie d'utiliser des pronoms masculins et des pronoms féminins, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi j'alterne. J'ai envie de pouvoir être pleinement qui je suis, parce que ce projet est né aussi d'une envie d'être qui... enfin, d'arrêter de m'excuser, quoi. Donc à partir de là, tu peux plus trop vraiment... Je shoot dans le micro avec toi. Tu peux plus vraiment faire de détours, et puis j'avais pas envie d'en faire. Mais ce qui est hyper insidieux, c'est que comme j'étais une des rares à en parler sans peur du tout, et puis avec même joie, et puis que je théorisais ça, puis que je nourrissais ça,
Après, ça a fini aussi par, paradoxalement, m'enfermer. C'est-à-dire que c'était le seul sujet de conversation. Ouais. J'étais là, je reste quand même un auteur, compositeur, interprète qui a finalement fait un album que vous avez juste sur la table. Mais bon, après, j'ai découvert aussi que quand on fait un cycle promotionnel, en vrai, en interview, on parle rarement de musique, mais j'ai lu des interviews d'autres gens pour être sûr, mais en fait, très peu de musiciens, on parle de leur musique souvent, hein, donc ça va. Mais moi, en fait, à la fois, on ne faisait que de me parler de ça de façon obsessionnelle presque, et puis il y a des journalistes, tu sens que c'est pas clair chez eux. Ouais. Ils en discutent. Qui a besoin de gratter une façon un peu puis t'as envie de leur dire, malsaine. vous savez, c'est pas une perversion sexuelle, hein. Ouais. Vous pouvez vous détendre. Enfin, malheureusement, pour vous, vous n'en êtes pas au stade où vous avez déconstruit ça, donc je vais pas régler vos problèmes à votre place. On me demandait parfois d'expliquer ce que c'était que le queer. Enfin, je veux dire, on est en 2019, quoi. Faut peut-être avoir quand même lu 3 bouquins si t'es un journaliste. Bref. Google, au pire. Google. Si tu veux faire ça en rapide, carrément. Donc à la fois, j'étais sans cesse ramenée à ce sujet, sans moi-même forcément le ramener. Et puis après, vous en avez pas marre d'être un porte-étendard, ou vous en avez pas marre de constamment de parler de ça? J'étais là, mais enfin... En fait, je fais même plus partie de la conversation, elle se tient sans moi. Donc il y a un truc un peu insidieux. Mais moi, j'ai toujours voulu formuler ça, parce que ça m'a manqué plus jeune d'avoir des filles qui en parlent simplement. J'avais pas beaucoup de repères, quoi. Moi, par exemple, en grandissant, en étant... Je pense que j'ai toujours été pansexuelle, mais avant de rencontrer ce mot et de pouvoir m'y reconnaître, ça a pris du temps, parce que j'avais pas beaucoup de gens qui en parlaient autour de moi, donc... Puis c'était souvent hyper schématisé. Souvent, je disais que j'étais pansexuelle, ils disaient « ouais, t'es gay, quoi ». J'ai eu des histoires avec des filles, mais clairement, je me considère... Enfin, de par mon expérience maintenant, je suis pansexuelle, hein, clairement. Donc, ça me paraît indispensable, quoi. Et ça devient politique, parce que malheureusement, ça l'est encore, quoi. C'est Exactement, ça aussi. ouais. Mais d'ailleurs, je me demandais dans quelle mesure le fait de partir vers les États-Unis, vers l'Angleterre, de sortir aussi, le dernier album, vous l'avez sorti dans 2 versions, en anglais et français, c'est pas aussi une façon d'échapper à l'étroitesse d'esprit française sur ces questions-là, quoi? Bah oui et non, parce qu'en fait, le double album, c'était vraiment pragmatique aussi, parce qu'en fait, ça y est, j'en étais rendue à un point où j'avais une double carrière aussi. Enfin, j'étais à la fois française et que j'avais pas envie de plus écrire en français, parce que j'adore trop ça. Surtout que là, je travaillais sur du G-funk et des trucs assez rythmés, donc je me disais, le français là-dessus, ça va être trop savoureux, quoi, comme un petit Twix. J'ai le droit de dire Twix, on sait pas. On bipera on dit ce qu'on veut dans les podcasts, on peut dire plein de marques. Magnifique. C'est hyper cool. Et en même temps, du coup, j'avais sorti Chaleur Humaine en Angleterre, complètement en anglais, et aux États-Unis aussi. J'existe très fort là-bas comme ça, quoi. Donc ça servait pas non plus de sortir qu'un album en français. Donc en fait, c'était très pragmatique. Mais c'est sûr que sur les discussions, par exemple, je suis arrivée en Angleterre. Alors c'est marrant parce que du coup, moi, je vis une double réalité aussi, ce qui n'arrange pas toutes mes explosions et mes miroirs cassés. Mais... Pire que double, hein, on reste dessus. C'est ça. C'est que du coup, c'est vrai que particulièrement sur cet album-là, Chris, où tout c'est plus crispé, on apprécie le jeu de mots, en France. D'un seul coup, les discussions étaient vachement envenimées. Et puis alors moi, j'arrivais en interview, j'étais décontractée, quoi, mais vraiment pas les journalistes en face. Donc j'étais là, que se passe-t-il ? Donc je prenais l'Eurostar, j'arrivais comme ça, tu sais, avec les épaules remontées en Angleterre, parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer en Angleterre ? Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Et puis en Angleterre, en fait, c'était pas du tout un problème, quoi. C'est-à-dire que l'évolution du personnage, le queer n'était pas à expliquer. Le queer faisait partie de la réflexion sur l'hybridité et sur le son. Donc en fait, déjà, on en était à un endroit où j'étais moi-même, quoi. C'est une partie pédagogique qui n'était pas à faire, quoi. Ça s'était fait. Ouais. Et ça faisait partie d'une réflexion. Du coup, les questions étaient aussi nourries de ça, quoi. Donc j'étais là, Vous l'avez pas mal, en fait, évoqué, ce thème de la sexualité dans l'interview. Il est beaucoup revenu. Vous avez parlé d'érotisme, vous avez parlé de désir. Et moi, il y a une chanson que j'adore, c'est Follarse. Vous revendiquez un désir sexuel exacerbé. Ça se sent aussi dans vos clips. Hein, le premier clip qui est sorti, vous êtes un peu dans le bondage, dans l'imaginaire SM. Moi, je me demande si c'est pas, en fait, l'ultime tabou féministe à transgresser, c'est-à-dire la revendication d'une jouissance, du droit d'avoir des fantasmes quand on est une femme. On a encore tellement à conquérir, quoi. Ah non, mais ça, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, en fait, à chaque album que je fais, j'en ai que 2, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une constante quand même, c'est qu'il y a un élément de peur où je sais que ça va être un petit peu compliqué, ou que je vais transgresser quelque chose et que ça va être pas toujours évident, mais que j'ai très envie de le faire précisément pour ça. Et sur ce 2e album, je me souviens très clairement avoir conscientisé ça, j'avais dit, je veux faire un album de femme qui est horny. Horny, ça veut dire qui a la dalle de sexe, quoi. Parce que ça reste encore, et je m'en suis rendu compte aussi, moi, dans ma vie de femme, ça reste encore un truc très... Et même chez d'autres femmes qui dérange un peu.
Et dans ma vie sexuelle, moi, parfois, on m'a dit « Ah ouais, t'es comme ça, toi ». Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on me dise ça. J'étais là « Comment ça, je suis comme ça ? Qu'est-ce que tu croyais, en fait ? Que quoi ? Que j'allais me cacher sous la couverture et être désolée d'avoir de désir pour toi ?» Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et effectivement, c'est sur ce point-là aussi que des fois, j'ai senti que dans des entretiens, et parfois c'était même des femmes qui venaient s'asseoir en face de moi, qui étaient dérangées par ça. Qui étaient là « Mais vous pensez qu'on a envie de... » Enfin... Pourquoi autant d'agressivité ? Déjà, alors je trouvais ça très intéressant qu'on me parle d'agressivité. J'étais là, c'est pas agressif, c'est juste du désir, quoi. C'est juste que je travaille une énergie de femme qui désire, c'est-à-dire qu'il va pas forcément attendre d'être désiré. Et ça reste encore un truc. Le fantôme de la salope qui flotte au-dessus de nous. Bien sûr. Pire insulte. Pire insulte, alors que j'avais vu une très belle vidéo sur Internet récemment d'une jeune fille aux États-Unis qui dit I'm a slut et tout, mais qui finit par en faire un manifeste féministe qui dit I'm a slut, but you're a slut, everyone's a slut, the mic is a slut. Et je trouvais ça hyper beau parce qu'effectivement tu retournes le stigmate qui est hyper patriarcal, comme si la femme, encore une fois, devait attendre d'être voulue, que son énergie sexuelle devait toujours dépendre d'une autre énergie qui était plutôt masculine. Enfin, c'est hyper étriqué, quoi. Et moi-même, dans ma jeunesse, je me souviens, j'étais frappée par des discussions avec des jeunes filles qui étaient des amies à moi, qui s'étaient jamais masturbées à 15 ans. C'est pas grave, enfin, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même... Alors que le trope du jeune adolescent masculin, c'est le Kleenex et la masturbation systématique. Mais les filles, parfois, se touchent pas toute leur jeunesse, donc savent pas forcément comment en jouir aussi. Enfin, il y a tout un truc encore là-dessus qui commence à bouger, mais le stigmate de la salope est encore hyper puissant. Ouais, mais quand on voit même tous les comptes Instagram qui sont créés autour de ces questions-là, qui veulent parler de clitoris, parler de mouille, ils sont censurés en fait. Bien c'est sûr. considéré comme des contenus pornographiques alors que c'est éducatif, que Tout c'est... à fait. Mais aussi la grosse hypocrisie. Nous, on en a marre des femmes et des hommes qui cultivent cette grande hypocrisie, et je pense que c'est le pire des choses, c'est que les femmes sont sursexualisées, et en même temps on peut pas être des salopes. Donc c'est quand même paradoxal. Parce qu'on est dans des esthétiques, même on parle d'Instagram, mais tous les comptes de... Moi j'ai déjà vu des jeunes gars dans le métro qui regardent des comptes de femmes avec des super boules, quoi, et qui sont là, mais quelle salope. Et t'es là, mais en fait t'es attiré sexuellement par cette femme et tu voudrais qu'elle te fasse l'amour, donc pourquoi tu dirais quelle salope parce que quoi, tu lui en veux en fait de cultiver sa sexualité alors que c'est précisément ce dans quoi tu l'enfermes tout le temps. Enfin, c'est une espèce de je sais pas comment dire, de brouillard confus par rapport à la femme. On voudrait qu'elle soit surexcitante, mais on voudrait surtout pas qu'elle soit une salope. Et c'est une impasse pas très féconde, quoi. Donc, c'est le cas de le dire. Un jeu de mots pourri. Et donc, c'est vrai que sur cet album-là, j'ai voulu travailler, moi, une sexualité qui soit active, qui soit chaude, dirigée, mais qui était pas forcément menaçante, mais qui, effectivement, était... voilà. Folie RC, c'est genre... bon... j'ai la dalle, quoi. J'ai envie qu'on me baise et j'ai envie de baiser. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que souvent, un homme qui est séducteur, parfois même prédateur, c'est vu comme sexy. Alors que la femme reste une salope. Mais je trouvais ça très intéressant de travailler ça. Et je lisais à ce moment-là des autrices, pardon. Tu vois, c'est terrible, j'ai pas encore le réflexe moi-même. Des autrices comme Maggie Nelson. Oui, les Argonautes, incroyables. Incroyables. Ouais. Qui sont à la fois des grandes intellectuelles et qui écrivent aussi le fait qu'elles sont là, j'ai le droit d'être une salope aussi. C'est-à-dire qui parlent très crûment de sexe, de leurs besoins de sexe, de leur envie d'être pénétrées, de connaître la jouissance, et qui en même temps sont dans des belles, grandes réflexions intellectuelles. Et voilà, quoi, j'étais là, merci en fait. Tout coïncide, moi j'ai pas envie de choisir du tout. Et dans les interviews en France, ça a été particulièrement crispé sur cette question-là. Où il y avait une façon d'hystériser ça. Ils étaient là, pourquoi vous êtes autant en colère, pourquoi vous êtes agressif. Donc pour moi, c'était hystériser mon désir, en fait. J'étais là, mais mon désir n'est pas hystérique. Comme c'était une folie, une anomalie, quoi. Tout à fait. Ou c'est genre, mais alors vous avez pété un câble, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Ou alors lié à un truc de frustration, alors que pas du tout. Enfin bon, c'était très intéressant. Mais du coup, j'aime bien, effectivement, c'est vrai. Et en ça, je prends peut-être des risques, mais j'aime ça. J'aime appuyer sur certaines crispations aussi qui sont celles de société qui me frustrent, quoi. Sinon ça m'intéresserait pas de... Enfin, j'ai ce grand écart d'à la fois adorer l'idée d'avoir un titre en radio qui soit un hit, quoi, qui soit un truc que tout le monde puisse chanter, et en même temps je fais ce projet aussi parce que j'en ai besoin moi pour essayer de déverrouiller des choses qui m'étouffent un peu, quoi. Donc ouais.
Il y a une vraie prouesse dans ce grand écart, vraiment. Bah merci, c'est gentil. Vous avez fait un petit lapsus sur la fécondité, c'est intéressant parce Ouais. que la question qui arrive, c'est la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus? On dialogue pas mal. Je m'entends de mieux en mieux avec, mais c'est un long travail de dialogue. Mon corps de femme, je l'aime, mais il m'a parfois fait souffrir aussi. J'ai parfois eu mal et tout ça. Mais ça va, je m'entends assez bien avec. Mais alors, moi, par exemple, je vous avoue que... Par exemple, sur la question de la... Enfin, j'en parle spontanément parce qu'on parle d'utérus, mais la question de la fécondité, de la maternité et tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui me préoccupe ou me séduit. Mais par exemple, plus j'atteins l'âge canonique... de ouvrez les guillemets, l'horloge biologique, plus on me pose la question et plus on questionne le fait que j'ai pas forcément envie d'être mère, par exemple. Et je dois beaucoup me justifier de plus en plus. Du coup, ce qui questionne mon rapport à mon propre utérus, fatalement, parce que tu intériorises les doutes, quoi. Je suis là, ça m'est arrivé de me dire, mais enfin, à force qu'on me pose la question et qu'on me dise, mais enfin, tu finiras pas en vouloir des enfants, non? Je suis là, mais non, en fait, j'ai pas envie. Du coup, ça... J'ai un dialogue en cours avec mon corps de femme et mon utérus qui est plutôt bienveillant, mais c'est vrai que ça reste un travail aussi de rester, de se délester des normes sociétales là-dessus et puis d'avoir un dialogue juste. J'aimerais avoir un dialogue sans préjugés avec mon utérus, mais c'est pas encore complètement possible pour moi, c'est encore un travail en cours. Sans que le monde extérieur s'en mêle de la conversation. C'est ça, quoi. mais c'est ça le problème, corps de femme, tout le monde s'en mêle, quoi. Ouais. Même de l'intérieur, c'est ça qui vient. Ouais, c'est bien, ça au moins. Ça c'est fait. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? C'est marrant, rien à voir et presque. Ça me fait penser à une pochette d'album que je viens de voir récemment d'une artiste que j'adore qui s'appelle Waze Blood. Et la pochette d'album, c'est elle dans sa chambre d'ado qui est complètement submergée par les eaux. C'est beau, c'est trop beau. Je conseille d'écouter l'album. Oui, mais en fait, du coup... moi, j'arrive à... J'ai un rapport très... j'ai quand même eu une adolescence très solitaire et pas recluse dans le mauvais sens, mais très dans ma chambre. Et d'ailleurs, souvent, je présente Chaleur humaine comme un album de chambre qui s'est formé dans la solitude de ma chambre. Et je dis souvent que Chris, c'est moi qui sors de ma chambre. Voilà, on s'en fout. Non, mais c'est intéressant. Très intéressant comme métaphore. Mais du coup, j'ai eu beaucoup un rapport à... Enfin, c'est pareil, j'ai mythologisé aussi cette idée de la chambre d'adolescent dont on ne sort pas vraiment, où on y revient, ou des fois, moi, je me retrouve propulsée dedans par des sensations ou des regards qu'on me jette, tout ça, qui me ramènent d'un seul coup, comme ce serait comme dans un film de cinéma. Il y aurait comme un décor de chambre qui m'arrive et que je suis repropulsée dans cet état de chambre d'adolescent. Enfin, j'ai un rapport... ma jeunesse est très liée à ça, à l'idée d'être au chaud, dans le silence quelque part, dans cette pièce-là, quoi. Mais du coup, cette chambre-là, je l'ai toujours protégée, puis j'y retourne souvent, quoi, mais... c'est toujours un peu douloureux, mais en même temps, c'est bizarrement réconfortant. Mais en même temps, du coup, en fait, moi, quand j'ai commencé aussi à être un peu exposée, j'ai jamais voulu tout donner. Je trouve aussi que c'est très important de savoir se retirer ou se taire ou... Ouais. Pas répondre à tout, pas tout montrer, ou... D'ailleurs, j'aime pas trop... j'aime bien l'idée d'habiter quelque part et que personne voit vraiment cet endroit où j'habite. J'arriverais pas à laisser la chambre justement être inondée par les eaux, quoi. J'aimerais pas trop ça. Mais oui, donc du coup, moi ça va, j'arrive à me réfugier dans cette chambre-là. Souvent, d'ailleurs. Sinon, je deviens un peu zinzin. Moi, j'ai quand même un rapport à la solitude qui est assez naturel et indispensable. D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à faire des tournées, j'ai dû négocier avec l'idée que j'avais pas souvent ma chambre, quoi. Donc au début, j'étais un peu genre... Alors que j'adorais ça, hein, l'idée d'être avec mon équipe, tout ça, mais je suis quand même une très très grande solitaire. Ça va un peu mieux maintenant, parce que j'arrive à négocier, et en fait, je le fais intérieurement aussi, des fois, tu sais. Je ferme la porte, quoi. Ouais. Mais au début, c'était très... J'ai quand même eu un grand décentrement dans ma vie, moi. Enfin, du coup, mes perspectives se sont élargies, et ça me va bien dehors maintenant. Mais avant, j'avais quand même peur de tout, quoi. J'avais peur de prendre un avion, j'avais peur de prendre un bus, j'avais peur de parler aux gens, j'avais peur de décrocher le téléphone. Enfin, we've come a long way, comme on dit en anglais. C'est incroyable, ouais. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? Moi, j'ai deux sens. Il y en a un qui me vient de ma période Marie-Antoinette, quoi.
le phare, quoi. Le truc qui... Tu tournes la tête, ça fait un petit nuage, parce que j'en mettais trop. Et en même temps, ça me fait penser à l'explosif aussi, moi. Mais ça doit être souvent. Mais ça peut être soit très doux, soit dangereux, du coup. Ce qui est assez cool. On ne sort pas de l'ambivalence. Je vous jure que je ne fais pas exprès. Je vais devenir comme double face avec ma pièce de monnaie, là, que je fais genre... tourner avec une face complètement ébréchée. En même temps, j'aime bien le côté double, quoi. C'est carrément l'idée. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. Merci à Chris d'être venu faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard. Et au mixage, Audrey Ginestet. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.